bonjour. Donc on démarre, par respect pour ceux qui sont là et qui attendent depuis un moment, on va y aller. Donc je me présente, Bruno Chrétien, ça fait un petit peu plus de 30 ans que je travaille dans l'efficacité énergétique, dans les questions d'efficacité énergétique dans l'industrie et dans le bâtiment. J'ai passé une vingtaine d'années à l'ADEME et maintenant depuis une quinzaine d'années je suis à mon compte avec une petite équipe pour essayer d'apporter du concret dans ma vie de professionnelle. Le sujet économie d'énergie et confort thermique, je ne sais pas si on le voit souvent comme étant quelque chose de très très lié, mais au fur et à mesure qu'on avance dans l'intervention auprès du domaine tertiaire et même industriel dans certains cas, avec des zones qui sont nécessairement à chauffer, à apporter ce qu'on appelle le confort thermique, le confort de travail des personnes, on se trouve très souvent à se rendre compte qu'on a affaire à des mauvaises pratiques qui sont liées à un inconfort thermique et qui vont générer des surconsommations qui peuvent être très très importantes. Donc pourquoi on dit arrêtons de parler de température, c'est qu'en fait quasiment tous nos systèmes sont liés et régulés par une température. Or, ce que l'on va voir, c'est que la température n'est pas forcément, surtout la température d'air, n'est pas forcément le bon ou le seul paramètre à prendre en compte pour gérer le confort des personnes. Pour ceux qui connaissent bien, on revient à des fondamentaux, mais qui sont essentiels à toujours avoir en tête quand on va générer de l'information ou de l'analyse sur la question du confort thermique. On a 3 modes de transfert de chaleur qui sont la conduction, ça c'est une évidence, être en contact avec quelque chose et l'énergie peut passer. La convection, celle qu'on ressent et sur laquelle on gère quasiment tout, qui est liée à un transfert par fluide, que ça puisse être de l'air, principalement dans notre domaine, et ce qui nous intéresse, ça sera l'air, mais ça peut être tout type de fluide. Et puis, le rayonnement. Et là, celui-ci, c'est le parent pauvre de notre compréhension, c'est le parent pauvre de notre attention, pour une raison aussi particulière, c'est que on le mesure difficilement, il a des comportements qui peuvent être particulièrement complexes, et pour arriver à réguler sur une donnée comme celle-ci, c'est pas facile. Pour autant, il y a des petites animations. Autre point essentiel, qui est très très important pour nous, dans la question du confort. On ne ressent pas une température. Une température ne se sent pas. Je le dis, je le redis, je le re-redis. La température ne se sent pas. La température est une indication d'un niveau énergétique qu'on appelle enthalpique, mais ça n'est pas une donnée qu'on peut sentir. L'homme, la perception que l'on a et qui génère ou pas confort ou inconfort, c'est ce qu'on appelle les transferts thermiques. L'homme n'est sensible qu'au flux, c'est-à-dire aux échanges. Tout ce qui va être échangé entre nous et l'environnement, c'est à ça que nous sommes sensibles. Absolument pas à une température. Bien entendu, le terme de la température va nous donner une idée d'un niveau d'énergie, et la nature fait que l'énergie passe toujours du niveau le plus élevé vers le moins élevé. Donc typiquement, vers la zone de forte température, de la zone de forte température vers la zone de moins forte température ou de basse température. Et l'homme va ressentir ceci également parce qu'il est lui-même une zone à température donnée, avec un niveau d'énergie particulier. Le deuxième point, c'était un petit point important, mais qui est difficile parce que les conventions font qu'on parle souvent de froid, on parle même dans l'industrie, même dans le tertiaire, on parle de production de froid. Le froid n'existe pas. Ce n'est pas une grandeur physique, le froid. Ça n'a aucun sens. Le froid est juste une sensation liée à la perte
d'énergie. Okay, je dis ça parce que voilà, on a souvent des sensations, on dit il y a le froid qui arrive. Non, mais le froid, il n'arrive pas parce que ça n'existe pas. En fait, la sensation, c'est une perte d'énergie qui va générer une sensation de refroidissement et donc de froid, la sensation. Appliquer, et ça c'est important, appliquer à l'être humain, nos trois modes de transfert, ils ont quelque chose d'intéressant à nous dire et à nous donner. Parce que globalement, dans des conditions telles que celle-ci à peu près, dans des conditions de vie normales, sans qu'on soit dans des extrêmes, pôle Nord ou bien dans des zones extrêmement chaudes, mais quand on parle de confort thermique et de personnes au cœur de la vie normale à l'intérieur d'un bâtiment, on va se retrouver avec des effets qui sont de cet ordre-là. C'est-à-dire que fondamentalement, l'impact du rayonnement est le premier impact qui va jouer au transfert thermique et donc au confort, à la sensation de la personne et au confort qui peut être ressenti. Les moyennes qui peuvent être dans un domaine donné, comme je vous le disais, représentative, nous donnent environ 55%, c'est-à-dire 55% de nos échanges aujourd'hui et dans notre vie quotidienne au bureau, dans un espace clos, etc., sont liés aux échanges par rayonnement. La convection, où on retrouve la température d'air, ce sur quoi on gère tout, ce sur quoi on parle uniquement en disant « c'est ça, votre température de confort, c'est 19 degrés ». En fait, on s'aperçoit que ça ne compte que pour 25%. C'est-à-dire que finalement, la température d'air a un impact assez faible sur ce qu'on va considérer comme confort ou inconfort. La conduction, elle, 5%. Vous me direz, on n'arrive pas à 100%. Il y a d'autres critères que je nomme pas ici. On arrive sur les facteurs et tous ces critères qui peuvent toucher à la sensation au confort thermique. On a deux types. Hein. On sait que le confort, c'est quelque chose de particulièrement subjectif. Donc d'un côté, ce qu'on appelle les facteurs internes, ça va être tout ce qui va être lié au sujet, lié à la personne. Donc le subjectif. Le métabolisme, on a tous des métabolismes qui fonctionnent en plus de manière différente. La façon de fonctionner, l'activité, les émotions, tout ça a un impact puisqu'on est producteur nous-mêmes d'énergie et pas de la même manière. La manière dont on s'habille, on peut avoir une idée du confort d'habillement qui est complètement différente entre les personnes. Et puis lors de la journée, parce que de fait, dans la journée, il arrive des choses, notamment il nous arrive de manger, de dormir, etc. et qui génèrent aussi des apports caloriques, des apports de sensations ou de chaleur ou de froid. Maintenant, les facteurs externes qui sont plutôt les facteurs objectifs. Bien entendu, on l'a vu, puisque le rayonnement sur le corps ou le rayonnement du corps sur son environnement est le plus important, tout ce qui va être lié à des zones de rayonnement va être très important. On parle du soleil, bien entendu, on s'en rend compte maintenant aujourd'hui. Ce qui est surprenant, c'est que vous avez vu, ce matin, il faisait froid. Et pourtant, alors, vous avez peut-être encore un gros manteau. Moi, j'ai vu des gens qui avaient des manteaux légers qui arrivaient parce que le soleil, ceux qui prennent leur véhicule, s'ils ont un véhicule, il a été chauffé au soleil. On n'a plus du tout la même sensation qu'il y a 1 mois et demi ou 2 mois avec les mêmes températures, même quand on est à l'extérieur. C'est surprenant. L'humidité a quelque chose d'important à voir aussi dans le confort. Pour une raison particulière, c'est que l'humidité qui va être contenue dans l'air va aussi travailler à augmenter, par exemple, la perte, les échanges d'énergie. Okay, on a une capacité thermique de l'eau qui est bien plus importante que l'air lui-même. Et quand l'air est chargé en eau, forcément, ça va augmenter les échanges. Comme je le dis toujours, pourquoi les échanges? C'est toujours les transferts que l'on ressent. Et donc une augmentation de ces transferts va générer ou bien un inconfort, ou au contraire peut amener un confort. La vitesse d'air, bien entendu. Alors,
on le verra tout à l'heure sur des notions d'inconfort, mais la vitesse d'air, c'est vrai que dans un espace clos, alors ici, il peut y avoir des endroits à courant d'air, etc., mais la vitesse d'air peut être et est souvent un lieu d'inconfort particulier, parce que aussi génère des échanges et puis parfois lié avec le métabolisme d'autres problèmes comme de l'évaporation, de la sudation, etc., qui génèrent aussi un refroidissement de la peau et donc donnent des sensations d'inconfort. Et enfin, je le mets en dernier, la température de l'air, parce que ça a quand même un impact non négligeable. Dans tous ces facteurs objectifs, derrière, pour pouvoir générer, entendre, comprendre et analyser le confort, je ne sais pas s'il y en a qui font des analyses auprès ou d'entreprises ou de particuliers, etc. Mais quand on fait un diagnostic, il y a une chose qui souvent passe à l'as, c'est le questionnement des personnes sur leur ressenti. On va étudier un bâti, on va étudier les systèmes énergétiques à l'intérieur, on va regarder tout ça en se disant c'est bien fait, ça fonctionne bien, l'isolant, tout est correct. Et pourtant, il y a des gens qui vont dire c'est pas confortable, mais on les interroge pas. Et normalement, cet inconfort, le problème souvent quand on les interroge pas, c'est que on a peur de l'humain, de se dire mais ça c'est quelque chose qui n'est pas scientifique, ils vont me dire qu'il a froid, mais elle a surtout froid aux pieds, et puis l'autre en fait c'est le nez qu'elle a froid. Enfin, on ne sait jamais, il y a quelque chose qui est un petit peu parfois inquiétant d'aller au contact des personnes pour leur demander quel est l'inconfort que vous ressentez. Et puis surtout derrière, mais je n'ai pas de solution technique, moi comment je vais chercher ça? Ok. Pourtant c'est extrêmement important. Et tout ceci nous renvoie à l'environnement direct dans lequel on évolue avec des paramètres qui sont assez importants. Les matériaux, tous les matériaux ont ce qu'on appelle une effusivité particulière. C'est-à-dire que l'effusivité, elle rend compte de la vitesse à laquelle le matériau va échanger la chaleur avec l'extérieur, donc ou en prenant ou en donnant. Typiquement, en plus, ça se voit, vous pouvez faire un test rapide. Là, vous avez un métal et un bois. Le métal a vous donne une sensation légère de fraîcheur, alors qu'on a une température quand même assez élevée globalement. Et le bois, non. C'est lié à cette question d'effusivité. Donc, les matériaux dans lesquels vous évoluez sont très importants aussi. La température des parois, on l'a vu et on le reverra ensuite tout à l'heure, parce que cette température des parois est principalement la zone dans laquelle vous allez rayonner. Le corps humain rayonne dans le domaine de l'infrarouge long et c'est sa perte d'énergie majeure. Okay, et donc la température des parois par rapport à la température extérieure de votre corps va générer un transfert et donc ce facteur-là va être très important. Sur les fusibilités, on disait tout l'ensemble, le mobilier bien entendu, et également. Les types d'émetteurs, on va les voir juste après. Ce qu'on appelle les émetteurs, souvent on dit les radiateurs, mais on voit qu'aujourd'hui, il y a tellement une quantité de possibilités d'apporter de l'énergie qui fait qu'on est sur un vocable assez générique d'émetteurs. Cette température des émetteurs aussi, parce que quand la température qui donne un niveau, comme on disait, d'énergie donnée, c'est aussi ça qui va nous dire quelle capacité d'échange avec son environnement et surtout avec la personne il va pouvoir produire. Les dispositions, c'est assez important parce qu'on voit encore et encore dans de nombreux cas traiter les radiateurs ou les émetteurs comme des choses hyper secondaires. On y met des porte-manteaux devant, des bureaux, etc. Donc on leur enlève finalement toute la capacité d'émettre en rayonnant sur les personnes qui pourraient être là et apporter un confort minimum. Et donc dans ces cas-là, on s'aperçoit que souvent on monte la température pour essayer d'avoir un peu de confort. Globalement, dans les émetteurs en imposte, c'est-à-dire des émetteurs qu'on va venir ajouter au lieu de vie, au lieu de travail, etc., on a à peu près 3 catégories. On a ce qu'on appelle les convecteurs purs. Vous connaissez ce qu'on appelle les grille-pains électriques.
qui sont des outils d'inconfort par excellence, hein, parce que non seulement ils ne font que de la convection, c'est-à-dire ils ne chauffent que l'air, mais en plus, comme c'est à résistance, ils le chauffent à des températures très élevées, qui fait que votre température intérieure va faire des oscillations super importantes, générer un assèchement de la pièce parce que ça monte à plusieurs centaines de degrés, et donc ça va assécher la pièce et vous allez avoir des sensations difficiles de déshydratation, etc. Ça ne doit plus exister, ça, normalement. Des convecteurs à circulation d'eau, qui eux sont faits pour, voilà, toujours en convection naturelle, parce qu'on va le voir juste après, convection naturelle puis forcée, mais c'est aussi des convecteurs, il y a très très peu de surface d'échange pouvant rayonner, mais en revanche il y a énormément de surface d'échange avec l'air, hein. Toutes ces ailettes que l'on voit au centre, ce sont des surfaces d'échange avec l'air pour chauffer l'air. En haut, on retrouve quelque chose que tout le monde connaît, ces plafonniers qui sont aussi des convecteurs, mais qui sont des convecteurs à ventilation, des ventiloconvecteurs, et qui vont souffler de l'air qui peut être, dans ce cas-là, froid ou chaud. À l'opposé, vous aurez tout ce qui va être purement radiant. Donc des radiants... en haut, des radiants lumineux, qu'on appelle lumineux parce qu'ils rayonnent dans l'infrarouge court, c'est-à-dire proche du visible. Et donc il y a une partie du visible, sont souvent les radiants électriques. Des radiants lumineux mais gaz également, avec des surfaces sur lesquelles il va y avoir une combustion interne dans un substrat et qui va chauffer et rayonner. Et puis des radiants dits sombres qui, eux, vont rayonner dans l'infrarouge long et pouvoir permettre, par exemple, sur des zones comme celle-ci, à très grande distance, d'apporter de la chaleur aux personnes. Et enfin, au milieu, on retrouve des choses qui sont mixtes, sur lesquelles on va pouvoir jouer et sur la température d'air et sur le transfert par rayonnement. Hein, on trouve ce type de grands radiateurs qui finalement, bien entendu, ont un échange avec l'air et vont être destinés à apporter de l'énergie à l'air et donc chauffer l'air, mais également, en fonction de la température, peuvent plus ou moins apporter par rayonnement de l'énergie aux personnes et à l'environnement. Donc petit à petit, si une personne se trouve devant, elle se sent très bien, grand confort, peu importe à la rigueur la température d'air qu'il peut y avoir. On a la même chose un petit peu en électrique. Hein. Aujourd'hui, on peut faire des radiateurs purement électriques qui amènent du confort, qui sont efficaces, etc., avec des zones de rayonnement. Vous savez, c'est ces pierres, différentes pierres de lave là, qui vont monter en température, petit à petit rayonner, et puis en même temps, avec un système d'ailettes à l'arrière qui permet de chauffer l'air. Et puis, on arrive à des choses toutes particulières, où là, on se pose vraiment la question de, en premier, le confort de la personne. Ce n'est pas un ajout, ce n'est pas quelque chose, on construit un espace, et puis on va se dire, tiens, comment on va le chauffer? C'est on construit à l'initiative des constructeurs, on met les systèmes de chauffage inclus dans la construction. Alors, vous connaissez déjà depuis un moment ce qu'on appelle le plancher chauffant. Ça, c'est intéressant. Avec ce souci, c'est qu'on a vu que ça pouvait, quand on a des températures trop élevées, ça pouvait générer des problèmes circulatoires, etc. dans le corps. Donc, on est toujours sur des basses températures aujourd'hui, 23-24 degrés. Pour autant, c'est des températures de confort importantes. Et puis aussi, on a des plafonds rayonnants. Alors, ceux-ci sont des choses qui ont été ajoutées. Ça peut être directement intégré dans le plafond ou bien carrément des murs chauffants, rayonnants. L'intérêt, c'est que là, on a double, comme ce qu'on présentait avant. On est sur du mix, c'est-à-dire qu'effectivement, l'air au contact de ces surfaces va s'échauffer, mais surtout, la personne qui va se trouver dans un environnement comme ça va se retrouver avoir un apport d'énergie ou bien une limitation de ses pertes énergétiques. Hein, quand on est au 23-24, c'est légèrement en dessous
de la température extérieure du corps des personnes. Je crois qu'on est entre 26 et 28 la température extérieure. En plus, ce n'est pas toujours la même. Mais ça limite nos pertes et ça va permettre, excusez-moi, d'apporter du confort. Et ça a été étudié. Alors c'est quand même intéressant, c'est le MIT qui a fait il faut quand même une certaine puissance de recherche pour construire des lieux où on peut étudier de cette manière. Mais le MIT a fait des études un peu particulières avec justement pour rapporter à l'extrême ce que je vous explique sur l'importance du rayonnement par rapport à la température d'air. Typiquement, on voit dans cette première photo, je ne sais pas si vous arrivez à voir le chiffre qui est écrit là, mais la température d'air est à 48 degrés. Les parois, alors l'ennui c'est que là j'ai pas eu les données de température, à mon avis c'est très bas. Hein, on est sur des choses qui sont 0 voire à mon avis en dessous de 0 degré. Mais pour autant, l'air à 48 degrés, des parois extrêmement froides, les personnes grelottes sont obligées de s'habiller comme s'ils étaient en extérieur par mauvais temps à la montagne et qui fait moins 10. Okay, c'est super important ce type d'étude parce que ça nous montre que vraiment le rayonnement est largement plus important que la température d'air. Dans le deuxième, ici c'est un peu l'inverse. Alors on voit que les personnes sont quand même couvertes, avec des vêtements qui semblent confortables, etc. Elles sont assez couvertes. Les parois, toutes les parois, plafond, sol et murs, sont à une température assez élevée. L'air est à 10 degrés. Et pourtant, là, c'est du confort, 10 degrés. Pour des choses qui sont plus proches de la réalité, de ce que nous, on peut vivre et de ce qu'on connaît, on a ce test avec un air à 22 degrés et pourtant des parois à 16 degrés. Là, on est dans un inconfort. C'est-à-dire qu'il y a toujours une sensation de froid pour les personnes. Et enfin, alors, le confort pour ceux qui aiment être en t-shirt, hein, l'expression est un peu particulière là, mais là, on a des parois à 20 degrés et un air à 18 degrés et le confort est supérieur à celui qu'on trouve à gauche. C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté chez moi la première fois, enfin dans la première petite maison que j'avais achetée. J'avais à l'origine que des émetteurs qui étaient des très vieux convecteurs. Et j'ai essayé de situer des grands panneaux de radiants dans les zones qui sont importantes. C'est-à-dire que dans une pièce, il faut que ces émetteurs ils puissent voir la pièce, qu'on appelle voir, c'est-à-dire émettre. Hein, le rayonnement, il va en ligne droite. Donc, si vous mettez quelque chose devant, il ne va pas faire le tour. Derrière, on ne reçoit pas. Donc, arriver à positionner correctement. Et ma température de confort, température de l'air, est passée d'avant 24 degrés à 18 degrés. Et à 18 degrés, on avait un meilleur confort que 24 degrés auparavant. Donc quand on parle, parce que petit à petit, vous sentez, je parle beaucoup du confort, etc., mais on avait commencé en disant c'est le confort sur la question de la performance énergétique et des économies d'énergie. Et là, vous commencez à sentir où je veux en venir. Alors, là, c'est une bulle, c'est une parenthèse. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses liées à tout ce qui pousse à l'installation de systèmes de pompe à chaleur. Tout type de pompe à chaleur, que ce soit des pompes à chaleur air-air ou enfin avec un échange air à l'extérieur, échange terre ou échange eau. C'est de la géothermie, on dit géothermie ou je sais plus hydrothermie pour certaines, mais peu importe. La question c'est est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Eh bien en fait ça dépend. Et là encore, le système d'une pompe à chaleur, c'est un système de production. Et c'est un système de production qui est performant. Même en système avec l'échange ambiant
c'est-à-dire sans avoir l'unité de température quand on est en géothermie, en hydrothermie, même là, on a un système qui a une performance qui est importante. Pour autant, ça peut être complètement détruit en fonction du type d'émetteur qu'on va choisir. Alors là, j'en ai mis 2 par exemple, mais surtout parce que celui du haut n'est pas la bonne solution. Typiquement, on chauffe difficilement ou pas par le haut. Vous savez que par rapport à un mouvement d'air, quand il s'agit de chauffer l'air, si vous chauffez par le plafond, on a des effets de stratification. L'air chaud, de toute manière, reste en haut. Vous allez avoir une consommation énorme, une stratification qui va devoir augmenter pour arriver à avoir votre température de confort au niveau du sol. Donc, pour la pompe à chaleur, le débat ne se situe pas sur oui, non, pompe à chaleur. Il se situe sur comment on transmet les calories qui sont fournies par ce système. Donc, exit le débat pompe à chaleur, on rentre le débat sur les émetteurs. Typiquement, des émetteurs, on en a toutes sortes, qui sont des émetteurs qui sont peu adaptés au confort thermique. Ça, on le retrouve souvent dans des grands espaces. Et après, les grands espaces nous appellent en disant « je ne comprends pas, on consomme énormément ». Vous savez, avec les augmentations d'énergie, là, on a de plus en plus, ils se rendent compte que sur la facture, ça devient super important et ils se posent de vraies questions, ce qui est finalement une bonne chose, pas pour tous. Là, on n'est que sur de la convection aussi. On a un mur de briques derrière. C'est un matériau assez effusif. Quelqu'un qui s'approche de là, même si ça chauffe, si le mur est à une basse température, il ne se ressentira jamais de confort. Une des pires choses, comme on le disait tout à l'heure, c'est de la ventiloconvection. On ventile de l'air chaud. Hein, c'est un recyclage de l'air chaud à l'intérieur de la pièce. On va ventiler et là, on va apporter de l'air chaud. Le souci, c'est que où on le fait au niveau du plafond, j'ai déjà expliqué, ou bien on le fait directement en soufflant sur les personnes. C'est la pire des choses qui puissent arriver. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'en général, quand il y a ce genre de système, le thermostat il est réglé à 24 minimum. On a quand même été dans un bureau où ils avaient mis 27. Ils ne pouvaient pas aller au-dessus parce que sinon ils auraient été au-dessus. Pourquoi ? Ça souffle, courant d'air. Quand ça chauffe, on est bien. Mais quand le matériel atteint sa valeur de consigne, qu'est-ce qui va se passer ? Il continue de souffler, mais sans chauffer. Et donc, le retour des personnes, parce qu'il faut l'analyser derrière, dit « oui, mais ça souffle du froid ». Alors, ils montent. La seule réaction qu'ils ont, c'est « on monte la température, ça souffle du froid, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus ». Et 27 degrés, ils disent « ouais, mais là, on commence à être bien ». À peu près 7% de consommation supplémentaire par degré, vous imaginez, ça ne sert à rien d'avoir mis une pompe à chaleur qui vous fait gagner 25 ou 30%, puisque là, vous en perdez 45, voire plus, 49. Mais de l'ordre. Et le souci, c'est qu'en plus, quand on augmente la température comme ça, on peut commencer à avoir une sensation et une légère sudation, parce qu'on est en activité, ça dépend de l'activité qu'on a. Et le courant d'air, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire s'évaporer, et donc sensation de froid. Et donc plus on augmente, plus on a la sensation de froid. Donc, c'est mon avis. Je ne demande pas à tout le monde de le partager. Mon expérience, c'est ce que j'ai pu voir. Ça, c'est la débilité profonde. Parce qu'en fait, ce sont des systèmes qui sont étudiés pour la clim, et sous prétexte de la réversibilité des produits, de ce qu'il produit, on l'utilise aussi pour le chaud. C'est un non-sens total. Chauffer, à la base, il faut chauffer, si on veut chauffer l'air, par le bas, par la zone qui est le plus bas possible. Et après, on a vu sur les questions radians. Derrière ça, notamment dans les entreprises, on consomme trop, les températures sont trop élevées. Qu'est-ce que je fais ? Je mets un système de régulation. Et hors 19 degrés, pas de salut. Hein, ok ? Tout le monde à 19 degrés.
Mais là, j'aime bien ça, c'est ma collègue qui m'a proposé ces petites images, je trouve ça génial, c'est ce qui a été pensé pour faire passer les gens, la réalité, ce qui a été pensé pour aller on ne sait où, puisque là où ils veulent aller, c'est ici. Donc ils prennent le direct. Okay, ce qui donne, en général, quand on a généré ce genre de choses, eh ben, qu'on a froid au bureau, qu'est-ce qu'on fait? On amène son propre radiateur, on le fout sous le bureau pour pas que ça se voit trop, et puis en fait, on recommence les mêmes bêtises qu'au départ. Surconsommation, etc. On chauffe l'air, etc., etc. Donc c'est un effet rebond auquel il faut faire attention. La gestion, elle est super intéressante, mais la première gestion à avoir, c'est la gestion du confort des personnes. Moi qui ai beaucoup travaillé dans l'industrie, on se pose toujours la question du produit. La qualité du produit, c'est l'objectif. Et l'ennui, c'est que dans le bâtiment, souvent, on se met comme objectif une température. Mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que les gens soient confortablement installés pour le travail et que le confort thermique soit là. Comme ça doit s'arrêter maintenant, je savais que je n'avais pas assez de temps, on va avoir quelque chose qui nous arrive de plus en plus et qui est la même question pour le confort d'été, c'est-à-dire comment on rafraîchit, etc., etc. On aura forcément les mêmes réflexions avec d'autres contraintes un petit peu différentes, mais les mêmes réflexions que pour le confort en hiver, c'est-à-dire que quand on doit chauffer, quand on doit rafraîchir, pareillement, on doit se poser les questions dans le même ordre, c'est les transmissions, à quoi est sensible le corps humain, etc., etc. Et qu'est-ce qui techniquement peut permettre d'apporter le plus de confort rapidement. N'ayant pas le temps de traiter, je vous remercie beaucoup de votre attention pour ça. Et vous avez droit aux questions, hein, normalement, hein, je crois. C'est ça, il y a du temps pour les questions. On va pas y arriver. Allô, oui. Oui, bonjour. Alors déjà, merci pour votre intervention, c'était très intéressant. Nous, on est une entreprise sur laquelle on a beaucoup de bureaux et on a notamment des bureaux très neufs qui datent de 2022 et où on a un inconfort thermique récurrent malgré des interventions de la part de nos services maintenance et nos services techniques. Et on a des caissettes plafonnières en plafond. Voilà, et quand vous disiez que c'était OK pour la clim, mais pas forcément, enfin on l'utilisait comme système réversible, mais c'était un non-sens et qu'il fallait plutôt chauffer par le bas, est-ce que pour vous, il y a des systèmes réversibles qui seraient adaptés, qui permettraient le confort chaud et froid? Ce qui est réversible, c'est la pompe à chaleur, puisque c'est un système thermodynamique, oui. C'est lui qui est réversible. La production, oui. Après, vous avez les émetteurs. Donc, elle est toujours réversible. L'important, c'est d'arriver à situer les émetteurs et que dans ce travail de réversibilité, ce ne soient pas les mêmes émetteurs qui fournissent le froid et le chaud. À la base, c'est un non-sens de fournir au même endroit le froid et le chaud, excepté si on commence à penser à des parois et donc à la question de rayonnement. Cependant, attention, pour le froid et le confort d'été, on a un juge de paix qui s'appelle la température de rosée, le point de rosée, et on ne peut pas avoir des surfaces dans les bâtiments qui soient en dessous du point de rosée, puisqu'on va avoir condensation et donc production de beaucoup d'eau, etc., etc. Donc c'est particulier, ça se pense, mais de toute manière, je pense qu'il faut vraiment se dire le chaud et le froid, c'est deux choses différentes. C'est pas parce qu'un même outil peut produire les deux qu'on doit le délivrer de la même manière. Du coup, j'avais une petite question. Parce que, par exemple, chez moi, j'ai un plancher chauffant, mais il est aussi rafraîchissant l'été si je le souhaite. Alors que c'est le même complètement. Leader, quoi. Voilà. Est-ce que c'est efficace ou est-ce que c'est... C'est rafraîchissant. Rafraîchissant, ouais. Parce qu'en fait, jamais la régulation que tu peux avoir, et ça c'est génial, sur les surfaces. Pourquoi je disais les surfaces, le plancher, ça peut être réversible là-dedans aussi, parce qu'on va être lié au confort
lié au rayonnement. C'est-à-dire qu'une surface, quand on a trop chaud, une surface fraîche, on va rayonner beaucoup sur cette surface fraîche, perdre de l'énergie et se sentir mieux. Pour autant, il doit être, à mon avis, il y a forcément un capteur quelque part qui mesure le point de rosée et qui te garde 1 degré au-dessus du point de rosée. Ouais, c'est ça. Sinon, danger, c'est les premiers qui ont fait comme ça. Quand ça commence à condenser au sol, c'est la patinoire. Et ok. Donc toi, tu es jeune, tu peux. Mais Non, mais si c'est c'est des vrai vieilles que- personnes, je te dis pas les. Non, mais c'est vrai que c'est assez subtil, mais on ressent tout de même. Tout à fait. C'est vraiment une question de sensation et pas de température, parce que dans la pièce, on perd peut-être 1 degré, mais en fait, la sensation, elle est plus importante que la température, la différence de température, quoi. Donc c'est une bonne installation. Ok. Ça, pouvoir mettre, surtout qu'aujourd'hui sur les planchers chauffants en basse température, on a très souvent l'installation de pompes à chaleur. Très bonne idée de l'utiliser comme ça. Le mieux étant quand même d'avoir une pompe à chaleur géothermique, parce que dans les périodes de grande chaleur et de canicule, le système thermodynamique il a énormément de difficultés à produire du froid. Bah, l'été, moi, il tourne que peut-être 2 semaines max, voire 3 semaines en fait. Pendant les périodes Donc, c'est pas mais c'est énorme. pas là qu'il a le meilleur rendement. Ok. Si c'est un système, si c'est une pompe à chaleur air, c'est un aérotherme. Ok. Donc après, dans l'évolution, si tu as un jardin, tu pourras creuser pour. Bonjour, moi je voulais reprendre votre raisonnement sur les bureaux déjà, savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ces cas-là pour résoudre le problème d'inconfort. Et votre avis sur les packs RR justement, parce que quelle est la solution? Enfin, si je suis bien le raisonnement, ça ne devrait pas exister. Puisque l'émetteur est le système de production, je veux dire, est l'émetteur aussi. Non, c'est pas l'émetteur. Non, mais pour une pack RR. Ah, RR. Oui. Oui. Si ça existe pour la clim. Après, oui, non, mais on reparlera de la clim. Mais c'est un système, le RR à la base, c'est un système clim. Moi qui travaille pas mal en Afrique, on installe des packs là-bas. Parce que de toute manière, ils ne produisent que ça, parce qu'ils n'ont aucune raison de différencier des systèmes de refroidissement et des systèmes pour chauffer. Sauf que là-bas, ils sont juste bloqués sur climatisation, c'est tout. Mais à la base, ces diffuseurs, ce qu'on appelle les diffuseurs, ces émetteurs, sont faits pour climatiser des lieux, pas pour les chauffer. C'est vendu comme tel aujourd'hui. Mais je sais bien. Je sais bien que c'est vendu comme tel et c'est une ineptie. Parce qu'en fait, alors moi c'est mon domaine, mais quand vous êtes on est sur une électrification globale aujourd'hui de tout, d'ailleurs, de tous les usages, que ce soit le chauffage ou autre. Donc on va remplacer des convecteurs par quoi? Et en fait, ce qui est proposé aujourd'hui essentiellement, pour les zones où il n'y a pas d'autres possibilités, si vous voulez pas remettre une boucle à eau chaude, c'est les packs RR. Et ça se développe je sais bien. À vitesse grand V. C'est pour ça que je me suis décidé de sortir de ma grotte pour essayer de dire quelque chose là-dessus. Il n'y a pas pire non-sens par rapport à la performance énergétique des bâtiments que de faire ça. Puisque comme je vous le dis, pour l'instant, je n'ai jamais vu un système comme ça, hormis nous, dans les bureaux, dans les locations où on essaye de temps en temps de mettre à 19, mais au bout d'une heure qu'on travaille, on commence à grelotter. Donc, on va aller repousser un petit peu la température. Mais en général, 22 degrés, c'est le minimum. Souvent, je vois les choses qui sont réglées à 24 degrés. Donc, quand on vous dit ça, pour faire des économies d'énergie, vous savez que tout ce que vous économisez à la production, vous l'avez perdu à la distribution, à l'émission. Donc, l'émetteur, on doit travailler à faire en sorte que l'émetteur, ce qui donne effectivement ce qu'on attend, parce que ce n'est pas la pompe à chaleur qui donne ce qu'on attend, c'est l'émetteur qui donne ce qu'on attend, c'est-à-dire le confort des personnes, le confort de travail, etc. Eh bien, c'est ça qui doit être adapté à la situation et aux personnes. Et donc vous préconiseriez quoi pour le coup pour ce marché, puisqu'en fait c'est quasiment la moitié, c'est même plus de la moitié aujourd'hui du marché qui est encore chauffé avec des convecteurs, en remplacement de cette solution? Ce qui serait mieux, l'ennui c'est que ça génère un réseau. C'est vrai que le RR a une facilité, on a juste un réseau de fluide, frigo, mais si vous êtes en mesure de créer un réseau d'eau, contrairement à ce qu'on dit par rapport à cet ensemble, quand vous ne pouvez pas
revenir sur le bâti et toute l'organisation, etc. On sait qu'on ne peut pas reconstruire si on se dit c'est mal construit, c'est mal étudié, etc. La personne va pas, si on lui dit qu'il faut tout refaire, ça ne marche pas. Dans votre cas, personnellement, ce que je dirais, c'est évaluer la possibilité d'avoir une pompe à chaleur qui soit haute température ou moyenne température et d'avoir des émetteurs de type radiateur et qui peuvent être radiants sur les murs. Et donc avec là, avec un fluide, bah oui, obligatoirement. Et donc c'est quasiment pas possible pour la moitié Ou alors vous êtes capable de passer par en dessous. Non, mais parce que si vous avez le moins mauvais là-dedans, ça va être de souffler par le sol. Si vous êtes en capacité de passer des gaines et d'avoir un soufflage par le sol qui soit pas horizontal, mais entre horizontal, là vous avez... C'est moins idiot sur le plan thermique, ça reste sur le plan confort pas forcément génial, mais ça générera de toute manière beaucoup plus de confort et donc de performance énergétique que de souffler par le plafond. Et pour des bureaux qui ont été faits en 2022 ? Et si vous avez ce type d'installation, alors pensez à donner un truc. Normalement, et surtout il faut qu'ils aient accès à ça, il y a des ailettes. Elles sont mobiles. On a des vitesses de soufflage variables. Quand on ne peut rien faire d'autre et qu'on a effectivement ce système, pour obtenir le confort, c'est que ces ailettes, il faut dire en hiver, vous les dirigez vers le bas avec un maximum de vitesse d'air. Alors s'il y a quelqu'un en dessous, l'ennui c'est que ça génère l'inconfort, mais c'est la seule manière d'arriver à faire en sorte que l'air pulsé arrive au niveau du sol et donc ait un mélange suffisant pour apporter le confort. Si on conserve les réglages qui sont faits pour la clim, c'est-à-dire soufflage horizontal au niveau du plafond, c'est un non-sens énergétique. Ok, merci. Donc voilà, des solutions à mettre en œuvre parce que vous ne pouvez rien changer, des solutions si vous pouvez changer quelque chose, etc. etc. Mais la base, c'est d'essayer d'avoir vraiment d'autres systèmes que ceux-ci. Et si ce n'est pas possible, on pourra en rediscuter après pour essayer de trouver des solutions les plus adaptées. D'autres questions ? Des questions ? Non, parce que vous faisiez ça. Eh bien, écoutez, moi je vous remercie beaucoup de votre attention. Et puis, si vous avez besoin qu'on discute un peu plus par la suite, ben, on est là. C'est 39, voilà, à l'Arbre Corail. Merci beaucoup. Bonne journée.